En direct de Tokyo avec notre correspondant Constantin Simon. Constantin, comment se sont déroulées ces cérémonies d'hommage ? Eh bien évidemment des cérémonies assez émouvantes. Les drapeaux étaient en berne dans toutes les écoles du pays. Il y a eu ce moment à 14h46 voilà, où l'ensemble du pays s'est recueilli. Il y a eu le discours de l'empereur. C'est assez rare au Japon, mais c'est vraiment le genre d'événement pour lesquels l'empereur joue pleinement son rôle de symbole de l'unité du peuple japonais. Il a eu des mots réconfortants pour les 20 000 victimes disparues et morts. Pour le reste, eh bien, c'était des célébrations finalement à minima, parce que Covid oblige, les rassemblements étaient plutôt prohibés. En tout cas, pour le Japon, c'est surtout l'occasion, 10 ans après la catastrophe, de dresser un bilan de ces 10 années de travaux colossaux. Près de 250 milliards d'euros ont déjà été dépensés, à la fois sur le chantier du nucléaire et sur le chantier de la reconstruction des zones dévastées par le tsunami. Alors, vous vous rappelez de ces images de dévastation de villages, de villes réduites à néant. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que le Japon a réussi sa reconstruction, puisque eh bien, les routes, les villes, les villages, les écoles, tout a été reconstruit. Le problème, et cela prendra sans doute un peu plus de temps, c'est celui du nucléaire, de la contamination, de la radioactivité. En tout cas, sur tout le rivage aujourd'hui, il y a un mur anti-tsunami de 400 km de long qui protège le Japon d'un nouveau possible tsunami. Constantin, 10 ans après, on sent un pays bien évidemment encore traumatisé avec de nombreuses séquelles. Oui, alors c'est sûr, on peut reconstruire, si vous voulez, physiquement un pays, les biens matériels, les maisons, mais évidemment, les problèmes psychologiques, les séquelles psychologiques, elles mettront sans doute encore plus de temps. Seul le temps, finalement, peut adoucir la douleur, me disait une victime à qui j'ai pu parler il y a quelques jours. Voilà, cela prendra du temps. Pour le reste, l'autre chantier qui va prendre du temps, c'est vraiment celui de la centrale nucléaire de Fukushima. Là, c'est un problème qui n'en finit pas, puisque, 10 ans après la catastrophe, les ingénieurs ont toujours du mal à accéder au cœur des réacteurs nucléaires pour réussir à extraire le corium, ce combustible ultra radioactif, ultra dangereux, qui a fondu à l'intérieur des réacteurs. Voilà, ça c'est très difficile à faire. Il faut utiliser des robots. Il faut aussi en permanence asperger la centrale de Fukushima avec énormément d'eau dont le Japon ne sait plus quoi faire, cette eau encore radioactive. Voilà, ça c'est un chantier qui prendra encore 30 à 40 ans. Merci Constantin Simon en direct de Tokyo avec nous. Et Fukushima reste donc le pire accident nucléaire au monde depuis Tchernobyl en 1986. Alors comment se reconstruit-on après de tels traumatismes? On vient de l'évoquer. Eh bien on voit cela tout de suite avec Mylène Girardot. La gorge nouée, Yuto revient sur les lieux du drame. Il avait 16 ans le 11 mars 2011. Dans cette école en ruine, 74 enfants et 10 adultes sont morts faute d'avoir été évacués dans la montagne voisine. Parmi eux, son petit frère de 8 ans. Ils auraient eu le temps de le faire, mais ils n'ont pas pu. Ils y ont laissé leur vie. Je veux donc que cette école soit un lieu qui serve de leçon pour apprendre de nos erreurs. Ce n'est que 5 ou 6 jours après la catastrophe que Yuto réussit à se rendre sur place après 4 heures de vélo. Il apprend alors par le biais d'autres parents que son frère est mort. L'adolescent essaie de tourner la page, s'inscrit à l'université au nord du Japon pour devenir enseignant, mais hanté par la culpabilité du survivant, convaincu que le drame était évitable, il y retourne et étudie la gestion des catastrophes naturelles. Yuto organise désormais des conférences et des visites sur le site de l'école ravagée. Pour Nayuta, l'école a au contraire été synonyme de refuge pour sa famille et lui. Il se souvient avoir ouvert la porte pour aider 5 hommes piégés par un torrent de boue et de débris. Je me tenais ici quand cette personne m'a tendu la main. Et j'aurais pu l'attraper car elle était juste là. Mais la puissance de l'eau était bien trop forte. Elle a été emportée par les flots. Je n'ai juste rien pu faire. Après la catastrophe, en classe, les enfants sont dissuadés de parler des disparus, d'évoquer le passé. Les adultes préfèrent le silence. C'est aujourd'hui, après 10 ans, que je me rends compte que même dans notre région, la catastrophe est en train de devenir un simple fait dans les livres d'histoire. Nayuta, maintenant 21 ans, il étudie la sociologie des situations de crise et témoigne dans tout le pays pour préserver la mémoire des victimes du tsunami.
Et merci Ewen Blin d'être avec nous. Vous êtes dessinateur et vous publiez aux éditions Steinkiss Naoto, le gardien de Fukushima, une BD réalisée avec Fabien Groslo au scénario. Vous y montrez l'histoire vraie de Naoto Matsumura, fermier dans la zone de la centrale nucléaire de Fukushima, qui après la catastrophe continue à vivre dans la zone irradiée. Il a un parcours exceptionnel qu'on va évoquer. Comment vous avez eu vent de son histoire à Naoto Matsumura ? Eh bien, à la base, en fait, c'est Fabien Groslo, donc le scénariste de la bande dessinée, qui a été tenu au courant de cette histoire. Il a vu en fait un reportage sur Mediapart d'Antonio Pagnotta, un de vos confrères, et il a été très ému par ce témoignage. Et du coup, il s'est dit qu'il y avait matière peut-être à raconter une histoire, parce qu'il le diffusait au maximum, parce que c'était tellement beau, tellement touchant qu'il fallait en faire quelque chose. Vous l'avez rencontré ? Voilà. Non, nous ne l'avons pas rencontré. Non, il est au courant qu'on a fait cette bande dessinée sur lui. On a prévu de l'envoyer prochainement d'ailleurs. Voilà, mais ça c'est en cours. Ah, vous n'avez même pas échangé avec le téléphone ? Non, rien du tout. Alors, cette histoire de Naoto Matsumura, elle est assez exceptionnelle. Hein. C'est-à-dire que donc, après l'événement, après la catastrophe, il décide de revenir en fait chez lui, tout simplement. Et là, en fait, il va décider aussi de sauver les animaux qui sont présents. Oui, en fait, il n'est jamais vraiment parti. Il a tenté de partir au départ, et puis il a très vu que c'était compliqué, en fait. Et puis il a... Compliqué aussi parce que la sœur de son propre père, hein, justement, refuse de les accueillir par peur de la contamination. Tout à fait. Et ça, c'est un sentiment qui a été partagé par beaucoup de gens de Fukushima. Effectivement, ils ont été rejetés par la famille parce que par la peur de la contamination des radiations. Et ça, c'est dramatique. Effectivement, c'est une double peine qu'ils reçoivent parce que non seulement leur environnement est complètement devenu hostile, et en plus leur famille les rejette. Et donc il a décidé effectivement de revenir, de rester à Fukushima pour s'occuper des animaux, parce que en fait le gouvernement a sommé les gens de ne pas emporter leurs animaux avec eux par risque de contamination extérieure. Et ensuite les autorités vétérinaires venaient même les abattre. Hein. Tout à fait. Effectivement, le gouvernement a demandé à ce que ces animaux soient abattus, et pour Naoto c'était une décision inacceptable, inenvisageable. Il fallait absolument sauver au maximum ces bêtes. Évidemment, il n'a pas pu tout sauver, mais il a fait de son mieux pour pouvoir préserver cette nature, ces animaux qui... Et même une autruche. Hein, et il y a même des autruches, tout à fait. Fukushima, est-ce que c'était un traumatisme pour vous aussi en 2011 ? Vous avez vu ça comment dans l'actualité ? Comment j'ai vu ? Oui, un traumatisme, oui et non. C'est-à-dire que malgré tout, c'est lointain pour nous en fait. Donc ça fait écho parce que je pense qu'on est quand même dans un pays nucléaire, où avec en tout cas les centrales sont très importantes en France, mais c'est extrêmement choquant parce qu'effectivement, du jour au lendemain, il y a un département entier sur la carte qui est effacé, presque effacé en tout cas, qui n'existe plus ou qui devient une zone interdite. Et ça c'est choquant effectivement. Ouais. C'est ce qu'on a essayé de traduire en tout cas à travers notre BD, de montrer le ressenti qu'on peut avoir vis-à-vis de cette chose qui arrive. Du jour au lendemain, notre environnement est devenu hostile. Alors, Fabien Groslo, le scénariste, n'est pas allé au Japon. Vous y êtes allé en tant que touriste. Est-ce que vous vous êtes approché de cette zone ou pas du tout ? Non, pas du tout. Moi, j'y étais vraiment en pur touriste classique. Par contre, ce que j'en ressors, ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai été là-bas et qui, je pense, transpire un petit peu dans les dessins, c'est la nature qui est omniprésente au Japon. C'est très, très important. Même dans les villes, elle est extrêmement dense. La faune est très, 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 très omniprésente. Les insectes sont aussi très... On les entend énormément. C'est quelque chose de très, très vivant. Et effectivement, et la campagne, évidemment, c'est une nature très enrichissante. En tout cas. On a souvent l'image de ces mégalopoles comme Tokyo ou Kyoto ou d'autres, alors qu'effectivement, il y a une place de la nature qui est extrêmement importante. Votre livre, votre dessin est d'ailleurs régulièrement inspiré aussi de la culture traditionnelle japonaise. On y croise des yokai, ces esprits surnaturels, qui viennent implorer d'ailleurs Naoto de les sauver. Ils ne font pas. Il y a aussi cette référence à la grande vague de Kusai, sauf qu'en fond, on ne voit pas le mont Fuji. C'était une série de Kusai d'ailleurs sur le mont Fuji. Là, cette fois, on voit la centrale nucléaire, on voit ce dessin-là. Il y avait aussi cette volonté avec le récit en parallèle de ce conte traditionnel, celle du pêcheur Urashima, qui va sauver en fait la fille du dragon et qui combat aussi Akashita, un démon qui s'incarne chez vous aussi au présent avec ce nuage nucléaire, tout simplement. Tout à fait, ouais. En fait, la volonté à Fabien et à moi, par rapport à cette bande dessinée, c'était en fait, on a tous les deux une sensibilité suffisamment forte qui fait qu'on n'avait pas envie de montrer la violence que pouvait représenter Fukushima, la catastrophe, de manière trop frontale. Il a fallu trouver des subterfuges, des appuis pour pouvoir raconter ça de manière douce, tout en gardant ça en arrière-plan. Et effectivement, l'utilisation de contes traditionnels de la mythologie japonaise nous a permis ça, en fait. Et
Vous êtes clairement du côté de la vie. Vous dites que vous racontiez les choses de manière douce. C'est aussi résolument optimiste. Tout à fait. C'est un récit optimiste. C'est ce qu'on a essayé de vouloir faire. Ce qu'on a voulu faire à travers ce récit, un récit sensible et qui soit optimiste. Naoto Matsumura, justement, on le voit à un moment aller chez le médecin, qui lui dit c'est incroyable, vous êtes la personne la plus irradiée du monde, en gros, et vous n'êtes pas malade. Tout à fait. Eh ben oui, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement au jour J maintenant, mais il est évident que de toute façon il va raccourcir sa vie de par cette catastrophe. Mais en tout cas, jusqu'à très récemment, effectivement, sa santé était de fer, et donc ça c'est incroyable aussi. Peut-être que c'est son optimisme qui l'aide, je ne sais pas. En tout cas, son combat qui l'aide à tenir. Et il a fait un choix de vie, et ce qu'on découvre aussi au fil de votre bande dessinée, c'est un personnage public maintenant, c'est-à-dire que il va dans le monde, il est allé à Fessenheim justement pour demander aussi l'arrêt du nucléaire. C'est devenu un militant anti-nucléaire, clairement. Tout à fait. C'en est devenu un suite à la catastrophe, clairement. Ce n'était pas un de base. Je pense qu'il s'est moulé dans ce combat-là, parce que forcément, il a vu la catastrophe, tout simplement. Il a vu la catastrophe, il l'a vécu, il la vit encore. Et donc, du coup, forcément, de fait, il est devenu un symbole, parce que son combat est un vrai symbole. Et c'est pour ça que nous, on avait décidé aussi de mettre en lumière à travers cette bande dessinée. Merci à vous d'avoir été avec nous, Ewen Blin. Et je rappelle donc que votre bande dessinée avec Fabien Groslo, Naoto, le gardien de Fukushima, est disponible en librairie et également en vente sur Internet. Tout à fait. Merci à vous d'avoir été avec nous. Également.